Bonjour à tous. On est aujourd'hui avec Alexandra. On avait envie de vous faire ce petit live, cette petite vidéo qu'on va couper en plusieurs vidéos et qu'on va vous présenter petit à petit sur notre collaboration. Alors avant de commencer, je propose qu'on s'introduise toutes les deux, qu'on vous explique un petit peu comment on en est venu à cette collaboration et qu'on réponde aux questions ensuite par la suite sur la parentalité. C'est Alexandra qui va nous donner ces petits. Voilà. Alors, déjà, je te propose, Alexandra, de te présenter. Vas-y, dis-nous qui tu es et comment tu en es arrivée à créer ton entreprise. Alors donc moi c'est Alexandra, avec Claire, on s'est connus il y a bientôt 15 ans, sur les bancs de l'école d'ingénieurs et c'est vrai que depuis il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour toutes les 2. Déjà on est devenues toutes les 2 mamans et personnellement moi ça a complètement changé mon parcours professionnel. J'ai travaillé une dizaine d'années en tant qu'ingénieure mais maintenant, je me suis reconvertie et je suis consultante en parentalité et éducation certifiée. Donc j'ai fondé Parentalité tout en couleurs pour accompagner les parents dans leur parentalité, dans leurs difficultés du quotidien avec leurs enfants. Du coup, du désir de grossesse jusqu'à l'adolescence, je les aide un petit peu à faire ce pas de côté pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Je leur apporte, des connaissances issues des neurosciences affectives et sociales. Tout ça, c'est pour les aider à mieux décrypter, les comportements de leurs enfants et ce qui se joue à la maison, en fait. Donc moi, mon approche, elle est basée sur la théorie de l'attachement. On va beaucoup en parler dans cette collaboration. Et cette théorie de l'attachement, elle met vraiment au centre le lien de la sécurité parent-enfant. Et elle commence finalement dès la grossesse. Donc c'est très important d'en parler très tôt. Voilà pour moi. Exactement. Non, c'est parfait. Écoute, merci de faire, cette, collab avec Piu Piu avec moi. Donc ouais, je vais rebondir un peu en me présentant aussi. Donc effectivement, on se connaît depuis très longtemps, et puis c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir de faire cette collaboration ensemble. Donc moi, Claire, je suis la fondatrice de, Piu Piu Cosmétiques. Voilà, aussi d'une école d'ingénieur, mais j'ai aussi, changé un petit peu toute ma vie et puis mes expériences récentes. Donc j'ai 3 enfants, 3 petits garçons et aujourd'hui donc j'ai créé Piu Piu depuis 4 ans. Les produits sont sur le marché depuis 3 ans et c'est un plaisir pour moi de pouvoir proposer à des soins, donc c'est vraiment des soins cosmétiques qui sont doux, naturels et qui vont vraiment être là pour voilà, apaiser les enfants, c'est tout autour de l'hydratation, mais quelque chose de simple. Je voulais vraiment quelque chose de simple et naturel afin que les parents ne se posent pas de questions parce qu'on est vraiment toujours, on est toujours en questionnement permanent en tant que parent, savoir ce qui est bon ou pas pour nos enfants. On veut forcément le meilleur et c'est pas toujours facile de décrypter, ce qu'il faut faire, les produits qu'il faut utiliser, comment les utiliser, pourquoi les utiliser. Alors j'ai vraiment voulu créer une routine de soins qui puisse être, donc comme je l'ai dit naturelle, le plus doux possible pour la peau des enfants parce que ils ont une peau, très spéciale, et que les parents n'aient pas de questions à se poser, à savoir si c'est bon ou pas pour les petits. Donc voilà un petit peu pour moi mon expérience. Donc je sors d'une expérience de cosmétique et puis d'industrie cosmétique, donc je connais assez bien le milieu. Voilà, néanmoins, créer une marque et puis avoir, une marque et parler aussi aux parents, est quelque chose de nouveau et quelque chose aussi que j'aime beaucoup faire à travers la marque. Piu Piu, on pense que c'est pas uniquement une marque de soins, c'est vraiment quelque chose que je veux transmettre, éduquer aussi, les parents sur des vraies routines. Donc c'est une routine à base de produits cosmétiques qu'on peut utiliser sur les petits, mais aussi à base de gestes, d'attention. Donc c'est quelque chose de global que j'aimerais transmettre et c'est à partir de ça aussi qu'on se relie avec Alex, sur tout ce qui est autour de la parentalité. On a vraiment voulu vous proposer quelque chose aujourd'hui, dans cette interview et puis dans tous les posts qu'on va faire, dans toutes les collaborations qu'on va faire, proposer des astuces, sur tout ce qui est, l'attachement, le lien comme tu l'as dit, Alexandra.
et voilà, que ce soit assez complet et que les parents puissent, ressortir de ça, un peu plus grandis ou avoir, un petit peu de tips, pour utiliser avec ses enfants. Voilà, donc on va commencer doucement, on va faire ça un petit peu sous forme d'interview, donc on a des questions qui nous sont venues, pas mal, l'une et l'autre, de nos expériences ou aussi, de parents qui nous entourent. On va peut-être commencer par la grossesse parce que c'est là que tout commence. Donc même voilà, l'idée de devenir parent, et ensuite la grossesse, commence à matérialiser un petit peu les choses finalement. Et Alexandra, je vais te poser la question, parce que c'est une question qui revient souvent ou même on se la pose vraiment quand on va devenir pendant la grossesse, comment est-ce qu'on peut préparer au mieux l'arrivée d'un bébé? En tant que maman, mais aussi en tant que couple. C'est assez important et ça tu vas en parler, de le préparer vraiment à 2 en tant que duo. Ouais, c'est une, question en effet qu'on se pose, soit tous intérieurement quand on on apprend qu'on va devenir parent. Et c'est vrai qu'avant de parler à proprement parler de l'arrivée de bébé, moi j'aimerais, faire un petit peu un état des lieux de dans quelles conditions on devient parent maintenant en 2025, dans quel contexte. Si on dézoome un petit peu, par exemple, on parle souvent de l'instinct maternel, mais c'est vrai que, c'est une notion qui est pas tout à fait, vraie. C'est un petit peu construit, en tout cas, cette notion. Elle est pas si innée que cela, surtout dans notre moderne occidentale. C'est vrai que les mères, elles sont physiologiquement faites pour porter bébé pendant 9 mois, enfanter, et ensuite être en mesure de le nourrir et du coup de le protéger. Mais il y a une chose importante à savoir, je trouve, c'est que sur l'échelle de l'humanité, les humains, ils ont vécu 95 du temps dans des organisations de type chasseur-cueilleur, c'est-à-dire de manière nomade et en communauté, toujours ensemble. Donc ça veut dire que ça fait que 5 du temps d'humains sur terre qu'on vit de notre manière actuelle, dans des sociétés, occidentales, qui est beaucoup plus sédentaire et beaucoup plus individualiste. Finalement, on a tous nos familles, assez séparées les unes des autres, même si on peut voir, nos familles régulièrement, on vit pas en communauté. Donc je trouve que c'est vachement intéressant et important d'avoir ça en tête, parce que ça vient clairement impacter comment on est parent aujourd'hui en 2025 et ça vient aussi impacter l'attachement qu'on est capable d'offrir à nos bébés et à nos enfants. Dire ça, c'est aussi pour pardon, aider, le parent un peu à déculpabiliser, peut-être sur certains ressentis qu'il a quand il devient parent. Il y en a qui vont sentir une difficulté à créer du lien avec leur bébé. Il y en a qui certaines mamans peuvent avoir vraiment du mal à mettre en place, leur allaitement. Il y en a qui vont pas du tout aimer, ce rapport, qu'on peut avoir de porter bébé beaucoup, de savoir avoir le corps comme ça, toujours en contact avec son bébé. Il y en a certaines personnes, c'est vraiment compliqué, aussi parce qu'en fait, toutes ces choses ont un peu été oubliées dans nos vies, dans nos modes de vie modernes, et donc c'est normal que ce soit difficile pour nous. Donc vraiment, c'est dans cet objectif de déculpabiliser. On n'a plus beaucoup de transmission, comme je disais, dans nos modes de vie, on n'est plus trop dans ce système de relais, de communauté. Donc le fameux village qu'il faut pour, élever un enfant dans nos modes de vie aujourd'hui, il est vraiment compliqué à constituer, en fait. Donc c'est pour bien prendre conscience que c'est plus sociétal qu'individuel et donc si on a du mal, par exemple, je reprends l'exemple de l'allaitement, à mettre en place son allaitement, c'est pas 100 de notre faute, en fait. C'est aussi parce que potentiellement, on n'a pas beaucoup vu de gens allaiter autour de nous en grandissant. C'est pas quelque chose qui est comme ça, qui fait partie de nous, qu'on nous a transmis, et c'est en grande partie la société dans laquelle on vit qui est responsable de ça. Et donc c'est pour ça, on entend parler, c'est la question de c'est l'objet de la question. Pour moi, dans mes accompagnements et dans les ateliers que je fais autour de ce sujet-là, je mets un grand point, important sur la team parent. C'est vraiment le socle, de la famille, finalement, nucléaire qu'on a tous. On en a parlé dans un post, déjà, mais c'est vrai que pour favoriser ces liens d'attachement qui vont se créer avec le bébé, pour prendre soin du bébé, pour aussi prendre soin de la maman qui, elle, est en train de vivre une vraie transition de vie. Le papa aussi, mais dans une moindre mesure. Bah, finalement, c'est vraiment la team parent qui va être, le socle et on n'a plus notre communauté de chasseurs-cueilleurs avec nous qui est H24, là. Donc c'est vraiment indispensable de, pendant la grossesse, anticiper ces questions et prendre conscience que on va être une équipe parentale et que c'est sur ça que tout va reposer.
On parle souvent et puis c'est vrai qu'on va souvent donner des conseils à la maman, à la future maman, Exact. mais il faut aussi englober, bah, la l'équipe au complet, et puis voilà le papa qui est autour, le couple en tout cas et potentiellement s'il y a d'autres enfants aussi intégrés, j'imagine, bah, la vie de famille, à l'arrivée d'un nouveau petit. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui bouleverse vraiment tout le monde. Est-ce que tu veux donner des petits conseils sur justement cette team parent? Quelles sont les priorités en fait, voilà, à un couple qui apprend, qui va être parent, soit pour la première fois ou alors, pour d'autres enfants? Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a beau avoir des enfants, déjà des enfants, on peut toujours, glaner des informations et se dire: «Tiens, ça s'est mal passé la première fois» ou «J'ai mal vécu ça avec mon premier. Comment je peux faire autrement?» C'est toujours important et ça vient justement sur le premier point, c'est que le savoir, c'est le pouvoir pour moi. Donc c'est vrai que pendant la grossesse, chose que je n'ai pas faite bien sûr lors de ma première grossesse, c'est de s'informer sur la parentalité. Déjà tout basiquement dans le couple parental, vraiment être dans cette discussion de comme tiens, comment est-ce que tu t'imagines être parent? Comment ça va être pour toi? Je trouve qu'avoir cette discussion-là, ça permet aussi de prendre conscience qu'on n'a pas tous la même vision de ce que ça peut être. Et puis en plus, peut-être qu'on idéalise. En tout cas, on a des projections de notre vie de famille, idéale ou qu'on imagine pour plus tard. Et je trouve que c'est important de se rendre compte peut-être déjà dans cette discussion-là qu'on n'a pas la même et que du coup la réalité risque aussi d'être différente. Parce qu'au final, quand on vit une réalité qui est très différente de ce qu'on a projeté, et ben ça vient aussi rajouter de la souffrance en fait si on est en difficulté. Soit une souffrance, soit une culpabilité en plus de pas y arriver à atteindre cet idéal, voilà des pubs Ricoré, moi j'appelle ça, la pub, Ricoré où tout le monde est content, ça sourit, il y a le soleil. Alors que dans la réalité, la vie de famille, c'est beaucoup plus agité que ça, et c'est OK, en fait. C'est juste qu'on a des idéaux qui sont peut-être inatteignables dans nos esprits, inconsciemment même. Donc avoir ces discussions-là sur la réalité que chacun se fait et puis, on en parle aussi, souvent, c'est quelles sont les valeurs? Quelles sont tes visions d'une éducation, de comment tu vas être parent? Quelle va être ta posture de parent avec, ton enfant et quelles valeurs tu veux transmettre à ton enfant? Faire ce point avec son coparent, je trouve que c'est indispensable. Il faut savoir que c'est une grosse source de tension, une fois que les enfants sont là, de pas être alignés au niveau de l'éducation. Donc avoir ces discussions-là, s'informer et de l'un et de l'autre côté pour essayer de se retrouver quelque part, en fait, quand on est sur des bases qui sont trop différentes à la base. Parce que si on se rend compte de tout ça une fois que l'enfant arrive, bah, on du coup, on jongle alors qu'on est déjà dans une période très stressante et très fatigante et cetera. Donc essayer d'anticiper ces questions-là, je pense que c'est vraiment une bonne chose. De manière plus concrète, le postpartum, donc c'est toute la période à partir de l'accouchement. Alors après, il y a différentes définitions, mais on va dire que psychologiquement, le postpartum, il dure 3 ans pour la femme. Mais sinon, le postpartum direct, on va dire que c'est, jusqu'au retour, des règles de la maman. Toute cette période-là, qui est finalement l'arrivée du bébé, du bouleversement complet de la famille, c'est une période aussi qu'il est important d'anticiper et on peut vraiment simplifier, fluidifier, et s'alléger notre quotidien en postpartum. Par exemple, en anticipant les repas, il y a beaucoup de ressources là-dessus pour anticiper des bons repas nutritifs, chaleureux pour la maman qui, a quand même, accouché. C'est une épreuve physique assez importante, donc avoir un congélateur bien rempli ou au moins avoir des prévisionnels. Se répartir les tâches aussi, toute la logistique qui vient nous peser, qui était, finalement assez light, hein, quand on est un couple, de 2 adultes, on fait notre vie comme ça, mais dès qu'il y a un enfant dans l'équation, tout ça, ça prend une ampleur assez importante et ça peut vraiment peser lourd au niveau et de la fatigue et des tensions et du stress. Donc essayer d'anticiper les rôles, qui va faire quoi, à quel moment, est-ce qu'il y a des gens à l'extérieur qui vont pouvoir venir nous aider? Est-ce qu'on a les moyens de faire appel à des professionnels qui vont pouvoir faire le ménage ou des fois même certains viennent faire à manger à la maison? Toutes ces questions-là, voilà, de logistique, d'organisation qui peuvent c'est important d'avoir conscience que pendant une période, bah, nous, on va être un peu mis de côté, Mmh. notre maison va être un peu mise de côté, la vie sociale, bien recevoir et cetera, c'est pas non plus la priorité. C'est vraiment retrouver un équilibre qui va être la priorité.
Donc dans le couple, ce qui est important d'en parler avant, c'est de se mettre déjà en phase et aussi, je trouve, de un peu faire le deuil de la couple, le deuil de la vie d'amoureux. Le couple amoureux, c'est lui qui a construit, c'est le fondement de cette famille, mais là, pendant un temps, il va être au second plan et c'est OK. Même, au niveau intime, savoir que voilà, il y a besoin d'un temps pour que chacun se retrouve qui il est, que cette nouvelle dynamique à 3 ou à plus, s'il y a déjà des enfants, retrouve cet équilibre. C'est normal que ce soit un peu le chaos et comme on disait en off, toutes les 2, dans la parentalité, tout passe. Donc faut pas, prendre panique en fait si, voilà, moi je sais personnellement que, j'étais un petit peu dans cet esprit de me dire: «Oh là là, bah, c'est bon, bah, jusqu'à ses 18 ans, je vais plus dîner avec mon mari». Parce que pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et ben, c'était compliqué de s'organiser pour qu'on puisse manger ensemble et pour moi, c'était une catastrophe. Bah, en fait, c'est OK et je vous promets, ça revient. Oui, je peux, tester aussi, Je confirme. et je peux rebondir là-dessus sur le fait que il y a beaucoup de phases, en fait, et Exact. toute cette période qui est assez magique, est faite de phases, des phases qui reviennent et des phases qui disparaissent, qui s'estompent. Mais voilà, et je pense que tu le fais bien de le dire, faut pas prendre peur sur, une nouvelle habitude, qui s'installe. C'est pas acquis, et puis on pourra, on peut toujours faire changer les choses. Exactement, on peut tout peut toujours changer. S'il y a des choses qui nous il y a des choses qui peuvent nous convenir pendant un temps, c'est comme ça qu'on arrive à pouvoir se reposer et cetera. Hop, ça nous convient plus, on change. C'est des fois, le changement, il est un peu compliqué, mais ça passe et on passe à autre chose, à une autre organisation et c'est ça qui fait que tout bouge, en fait, avec les enfants qui évoluent, c'est hyper important. Et je trouve qu'au niveau du couple, il y a aussi une autre chose, donc j'ai parlé de l'organisation, de vraiment faire ce deuil de la vie de couple, d'amoureux. Et aussi toujours, je trouve ça, moi encore maintenant, je me raccroche à cette idée, c'est qu'à la base, on est un couple qui s'aime, et on est en train de vivre un moment, qui est très bouleversant et pour l'un et pour l'autre individuellement, mais aussi en tant que couple et donc parfois c'est hyper compliqué de se retrouver. Donc on a besoin de se serrer les coudes en fait. On est vraiment une équipe, on a besoin de prendre soin l'un de l'autre. Et donc garder en tête que justement, on est une équipe, on est là pour que ça se passe bien. Donc si l'autre, il a oublié, de défaire le lave-vaisselle, il a envoyé une machine, n'importe comment, qu'il l'a pas étendue, si moi j'ai oublié, je sais pas moi, de sortir les couches sales, je le fais pas intentionnellement en fait. C'est pas contre l'autre, c'est vraiment parce que j'ai dû oublier, parce que j'étais trop fatiguée, parce qu'il y a eu une autre urgence, une autre priorité. Mais on reste une équipe et on se veut du bien l'un pour l'autre, en fait. Donc ne pas, accumuler, en fait, des rancœurs, en pensant que l'autre, il l'a fait exprès, nanani nanana. Ça nous pourrit un peu de l'intérieur. Ça aide pas du tout dans ces moments de grands bouleversements où on a besoin de soutien. Je rebondis là-dessus, rapidement parce qu'on m'a dit, il y a pas longtemps, une amie m'a dit qu'on compte pas les points. Effectivement, c'est ça, Exact. c'est une équipe, on travaille ensemble pour un bien commun. On Mmh. va pas essayer de dire: «OK, toi, tu as fait plus que moi» ou là où, tant d'heures, on ne compte pas les points, on ne compte pas les heures passées. Donc ça, c'est quand même bien de le rappeler parce que c'est vrai qu'avec les frustrations des débuts ou, même la fin de grossesse qui peut être un peu difficile, le manque de sommeil, on peut, en arriver à pas être très lucide sur certaines choses, mais on Exact. reste, comme tu l'as dit, on reste un couple normalement amoureux qui a eu un but, commun de fonder une famille et voilà, doit se soutenir et voilà, accepter que, ça va pas être toujours facile, mais c'est ensemble qu'on y arrivera mieux. Exactement. C'est vrai que le postpartum, là, ça me paraît tellement évident, mais c'est vrai qu'il faut le rappeler, c'est énormément de fatigue. Si c'est un premier enfant, c'est aussi beaucoup de doutes, peut-être beaucoup de pleurs à gérer, donc il y a beaucoup d'émotions. C'est vraiment, une période où on est en grande vulnérabilité et le papa et la maman, et du coup, c'est vraiment en faisant bloc qu'on peut traverser ça et ça, c'est hyper important et comment faire bloc? Alors c'est bateau et on en parle aussi tout simplement dans comment être un bon couple, enfin comment être un couple qui fonctionne bien, c'est la communication. C'est pas si simple, on a beau dire: «Oui, c'est facile», mais en fait, c'est pas, si simple que ça. Mais être présent et juste, être là pour entendre et écouter, lui demander comment ça va,
et entendre la réponse, bah, c'est déjà beaucoup. Je revois ces images où, j'avais passé toute la journée avec, ma fille et que mon mari rentrait du travail et je lui déversais tout, en fait, toute la difficulté de la journée. En fait, il y a juste besoin d'une présence, de quelqu'un qui comprend. J'ai pas besoin de ses solutions, j'ai pas besoin qu'il me dise quoi faire, je sais quoi faire. Il y a juste besoin d'écoute et vraiment dans cette période-là, il faut pouvoir s'offrir cette écoute mutuellement pour rester, sur la même longueur d'onde et rester cette équipe parentale, le bon socle pour la famille, quoi. Effectivement, c'est tout plein de bons conseils et je pense que, bon, on apprend en étant parent, mais comme tu l'as dit, je voulais le répéter, il faut s'informer, il faut quand même s'informer. Voilà, il y a des personnes qui sont là pour nous aider à s'informer. Il y a plein de choses et j'ajouterais juste une dernière chose là-dessus. Je pense qu'il faut s'entourer, de personnes assez bienveillantes et éviter toutes les remarques anxiogènes qu'on peut entendre. On va les entendre de toute façon, ça, on va les entendre dès l'annonce d'une grosse oreille. Je pense qu'il faut, être assez, patient pour se dire qu'il y a certaines choses qu'on prend, on écoute, certaines choses, voilà, on les écoute, mais on les oublie aussi vite parce que ça ne sert à rien voilà, de se faire peur ou alors d'avoir des remarques qui sont pas vraiment pertinentes. Donc voilà, je voulais juste ajouter ce petit point sur, la partie grossesse et puis début de vie de parents. Mais c'est assez important de garder ça en tête. Je sais pas si tu avais autre chose à ajouter, mais Non, juste, tu as raison, mais ça rebondit sur le fait qu'en effet, le savoir, c'est le pouvoir et donc vous informer en amont, ça vous permet aussi d'être vachement ancré dans quel parent vous voulez être et du coup, les injonctions, les remarques, celles qui vous font du mal, vous êtes plus à même de les laisser glisser et qu'elles vous atteignent moins, quoi. Parce que ça exactement. peut vraiment être destructeur, hein, d'avoir des remarques et des injonctions comme ça qui pèsent. Le fait que tout soit nouveau, en fait, et qu'on ne connaisse pas, c'est vrai que certaines fois, on va se dire: «OK, bah, il ou elle a raison en me disant ça». C'est pas forcément des modèles, mais ça, on le sait pas sans s'être informé, tu as raison. On a beaucoup parlé d'attachement, dans cette première partie. Dis-nous un petit peu ce que tu appelles l'attachement. Comment on peut décrire cet attachement et pourquoi c'est si important pour un nouveau-né, pour un tout petit? L'attachement, c'est une traduction directe, de l'anglais attachment, mais en français, il y a certaines personnes qui critiquent cette traduction directe. Ils auraient préféré, un terme un peu plus approprié qui serait l'apaisement. À quel point on a be enfin, l'être humain a besoin d'être apaisé par, son entourage. La théorie de l'attachement, elle a été élaborée dans les années 50 par John Bowlby, qui était, anglais, pour expliquer ce besoin fondamental de l'être humain et en particulier le petit être humain, besoin de sécurité et de proximité. En fait, le système d'attachement, c'est comme un programme avec lequel on est tous, et qui va s'activer en cas de danger pour que quelqu'un, un adulte qui soit en mesure de le faire, puisse venir répondre à notre besoin de sécurité et de protection. Donc c'est ça l'attachement. Et en fait, ce système d'attachement, finalement, c'est celui qui nous a permis, en tant qu'espèce humaine, de survivre, puisque le bébé est un être très dépendant, très vulnérable, même voire le bébé humain est une des espèces mammifères les plus vulnérables, qui est le moins autonome à bouger et à pouvoir faire des choses. Et la seule chose qu'il est en mesure de faire pour se protéger, c'est d'activer son système d'attachement, de pleurer en particulier quand c'est vraiment un danger qu'il ressent intense, pour demander de l'aide et être protégé. Alors c'est vrai qu'au XXIe siècle, on pourrait dire que c'est plus très, très utile d'avoir ce système d'attachement, aussi actif parce que, en tout cas dans nos pays occidentaux, on est plutôt dans des environnements mais le bébé, il naît avec un cerveau qui est très immature. Et du coup, c'est sa partie archaïque, qui elle est tout à fait développée. C'est-à-dire qu'en fait, un bébé qui naît maintenant, il ressemble beaucoup au bébé des cavernes de l'époque, des premiers hommes, hem, avec ses comportements qui vont avec. Et donc c'est un bébé qui, dès que le parent va s'éloigner un peu trop, qui va être moins disponible ou un parent ou un adulte, hein, puisqu'ils étaient aussi en communauté, moins disponible ou qui va capter un bruit, un son, quelque chose, il va sentir le danger dans son environnement et donc la peur va s'activer. Il va activer son système d'attachement et parfois amener jusqu'à vraiment pleurer pour amener, l'adulte qui va pouvoir venir le protéger. Il faut vraiment
imaginer nos enfants d'aujourd'hui comme ces enfants, des hommes des cavernes, c'est très primaire, hein. Quand un bébé se met à pleurer, mon message quand on explique, le système d'attachement, c'est aussi de transmettre ce message que c'est pas une manipulation, un bébé qui pleure. Pour lui, c'est vraiment l'instinct de survie qui s'active. Voilà. Oui, effectivement. Et on parle souvent justement que ces premiers instants de dans la vie de bébé, ces premiers jours dans la vie de bébé sont très importants et j'imagine que c'est vraiment relié à ce que tu décris. Et pourquoi justement, pourquoi est-ce que, ce bébé, a besoin d'autant de temps et comment on peut, calculer ce temps? Est-ce qu'il y a vraiment un moment où on se dit: «OK, c'est bon, maintenant il va comprendre, il a compris, il est assez grand»? Dis-nous un peu plus sur ce lien, et pourquoi c'est si important de construire ce lien très tôt et pendant, un certain nombre de jours. Alors comme on le disait, t dans la question d'avant, c'est vrai qu'avec les enfants, tout passe et ça se fait vraiment petit à petit. Donc il y a pas de moment où et puis ça dépend vachement des enfants aussi, à quel moment est-ce que ce lien, va être moins nécessaire. Finalement, il est nécessaire tout au long de notre vie, mais il va prendre différents visages, différentes couleurs au cours de notre vie. En tout cas, une chose importante à savoir, c'est qu'en 2019, en France, il y a une commission d'experts, qui a fait un rapport gouvernemental, pour souligner l'importance des 1000 premiers jours de l'enfant. Ces 1000 premiers jours, ils commencent in utero, c'est-à-dire pendant la grossesse, ça commence pendant le 4e mois de grossesse, jusqu'à peu près aux 2 ans de l'enfant. Il y a un vrai consensus international scientifique, pour dire que c'est une période qui est sensible pour le développement de l'enfant et sa sécurisation. Donc ça vient directement toucher, cette histoire de lien d'attachement. Puisque au final, c'est pendant cette période qu'il va construire son système. En fait, au fur et à mesure des expériences qu'il va vivre avec son entourage, il va encoder les réponses qu'il reçoit des différentes situations. Quand les situations vont être répétitives, elles vont encore mieux s'encoder. Donc c'est vraiment un encodage qui se fait dans son cerveau au niveau des chemins neuronaux et ça va du coup vraiment façonner la manière dont son cerveau va fonctionner. Alors pas de panique, je vois d'ici les parents, très anxieux sur: «Oh là là, faut pas que je fasse quoi que ce soit de mauvais, ça va s'encoder dans son cerveau». Il y a rien qui soit gravé dans le marbre. Une bonne nouvelle, c'est que le cerveau, c'est un organe qui est plastique, c'est-à-dire que toute notre vie, il est capable de changer et de changer ses chemins neuronaux. Et c'est vrai que j'aime bien, donner cette image du disque dur. En fait, les 1000 premiers jours dont on parle là, ce serait le premier encodage du disque et on le sait, les disques durs, c'est possible de les effacer et de les réencoder. Mais ça demande du coup plus d'énergie, plus d'énergie, plus de travail, je dirais. Donc autant avoir conscience de l'importance de ces 1000 premiers jours pour avoir un encodage qui soit le plus, le plus sécurisant possible pour l'enfant et qui puisse se développer le plus sereinement, je dirais, par rapport à cet encodage. Donc c'est vrai que le lien parent-enfant, il est vraiment au centre, et au cœur de ce besoin de sécurité, de proximité pour, la construction de son attachement, et du coup de ces 1000 premiers jours. Parce qu'en fait, ce système d'attachement, c'est un système, sur lequel, vont se baser toutes nos relations, tout au cours de notre vie. Alors comme je dis, c'est pas du tout gravé dans le marbre et au fur et à mesure par exemple pour quelqu'un qui a une enfance difficile avec des parents maltraitants et cetera, bien sûr, son attachement, de base, il est plutôt en mauvais état, mais c'est quelqu'un qui, avec du travail sur soi et cetera, va réussir à changer des chemins neuronaux et aussi avec les nouvelles rencontres qu'il va faire, il peut créer des nouveaux attachements, ce qui vont pouvoir être des socles sur lesquels il va pouvoir, du coup, continuer à grandir de manière beaucoup plus sereine. Donc voilà, il y a rien de gravé dans le marbre, mais c'est quand même des choses qui restent avec nous toute notre vie, et même nous, en tant que parents, c'est important aussi de se re-questionner sur quels sont, nos attachements, comment est-ce qu'on s'est construit et cetera, parce que ça vient clairement colorer aussi la on est parents avec nos enfants. Oui, exactement. Et tu en parlais un petit peu, il y a différentes personnes qui peuvent créer cet attachement et puis qui peuvent, contribuer à créer cet attachement. Mais on parle souvent d'une figure d'attachement sécurisante. Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que c'est la maman? Est-ce qu'il faut qu'on identifie une personne qui soit là à répondre à tous les besoins? Dis-nous en Alors plus. ouais, cette figure d'attachement, du coup, en effet, ça fait partie du grand système d'attachement. C'est qu'au fur et à mesure, du temps, le bébé, il va pouvoir identifier les personnes qui répondent régulièrement à ses besoins quand son système d'attachement est activé. Ça veut dire quand il se sent en danger. Quand des gens qui vont répondre à ce besoin de sécurité, à ce besoin de proximité quand il se sent en détresse.
Du coup, assez logiquement, les parents sont les figures d'attachement primaires. Après, ça dépend de comment la famille fonctionne, mais la plupart du temps, ce sont quand même les parents qui sont très présents. Et du coup, merci pour cette question sur les figures d'attachement parce que ça me permet de venir un peu débunker une idée reçue ou une peur qu'on peut entendre chez les mamans en particulier qui ont passé, pour la plupart du temps, enfin, dans nos organisations encore, dans nos pays, je crois que la Suisse et la France sont assez similaires. C'est beaucoup la maman qui a le congé parental qui suit, la naissance de l'enfant et même si le papa peut être présent, c'est quand même la maman qui prend en charge cette partie-là. Donc elle est très présente avec bébé, elle a appris à répondre à ses besoins, donc elle va se profiler comme étant la figure d'attachement principale. Et au moment où elle va retourner au travail, il y a des fois cette peur que la nounou vienne remplacer ou les professionnels viennent remplacer un petit peu cette caractéristique, enfin, cette figure d'attachement et que ça devienne la nounou. Faut savoir que le bébé, il fait très bien la différence entre les personnes qui gravitent autour de lui. Alors, c'est quelque chose qui se construit, mais arrivé à un moment donné, il les identifie très, très bien. Et il y a une chose à savoir, c'est que les parents, c'est finalement eux qui vont venir répondre à ce besoin de sécurité à un moment qui est très particulier pour l'enfant, la nuit. La nuit, déjà au temps des, chasseurs-cueilleurs, et de ces bébés très archaïques, c'était un moment de grand danger au final, où, on est en mode repos, on se met en mode veille et on doit être en mesure en tout cas le bébé, lui, il a besoin de sentir cette présence. Son système d'attachement, il est très vite activé et ça fait naître pas mal d'angoisse, ça c'est possible, que ça fasse naître beaucoup d'angoisse et du coup, être l'adulte qui répond à ce besoin de proximité pendant la nuit, et ben, ça va venir donner à cet adulte d'autant plus, d'importance dans le système d'attachement de l'enfant. Donc aucune peur à avoir sur le fait qu'on repart au travail et que le bébé va passer plus de temps avec un autre adulte. On reste le parent, on reste celui qui lui donne sa sécurité comme ça, 1re, parce qu'on est aussi là beaucoup la nuit. Et il faut aussi savoir, parce que malheureusement, c'est, un peu, une idée qui a longtemps été transmise aux professionnels de crèche et aux nounous, de pas trop s'attacher, de justement pas venir, trop dans ce lien affectif. Il faut savoir que le bébé a besoin de se sentir en sécurité toute la journée. Il a besoin d'avoir des figures d'attachement. Il va savoir faire la différence entre les différentes figures d'attachement, mais c'est important pour lui de créer ce lien. Donc, pour pouvoir passer une journée sereine à la crèche ou chez la nounou, il a besoin de sentir ce lien et c'est OK, que la personne, du coup, mette de l'affection, en fait, avec, auprès de notre enfant. Il en a besoin pour se développer, et pas se sentir sous stress toute la journée. Exactement. Voilà. J'ai une autre question aussi qui revient assez souvent. On entend souvent quelques mamans dire, «C'est difficile, j'ai pas eu le lien avec mon bébé dès la naissance». Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut préparer en amont pour avoir ce lien? Est-ce que c'est grave de pas ressentir ce lien dès que le bébé, naît? Qu'est-ce que tu conseillerais à des futurs parents qui se disent: «OK, j'ai peur de pas, créer le bon lien, avec mon bébé»? Alors c'est vrai que, ça peut faire partie justement de cette projection qu'on a quand on est enceinte: «Ah, je vais rencontrer mon bébé, ça va être, love at first sight, ça va être magnifique» et parfois c'est pas ce qui se passe. Parfois la réalité de l'accouchement, bah, c'est compliqué, il y a eu des complications, on n'était pas dans un bon environnement, on vit quelque chose de difficile parfois et du coup ça vient altérer, ce premier lien d'attachement et c'est OK. Enfin je veux dire c'est OK, on a tous notre histoire et i c'est comme ça. En tout cas, que ce soit maman ou parent et bébé, tout le monde est dans le même bateau et c'est pas aux parents de se culpabiliser de pas avoir eu l'accouchement idéal. C'est comme ça malheureusement. Finalement, tout le monde va bien, tout le monde est en bonne santé et là, on peut commencer à construire ce lien. Donc pas de culpabilité à avoir parce qu'on n'a pas connu ce bliss à l'arrivée de bébé. Ça va se construire, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais en tout cas, ça ne fait pas de nous une mauvaise maman, ça ne fait pas de nous, voilà, une mauvaise maman, c'est une mauvaise mère, je m'y prends mal et cetera. Ça se crée sur le long terme. En tout cas, je trouve ça toujours important de répéter, comme je disais tout à l'heure, que le savoir, c'est le pouvoir et que s'informer sur comment se créer ce lien, il y a plein de livres qui sont passionnants là-dessus, pour justement être, en conscience, en fait et éviter de se culpabiliser, de se rajouter une charge sur les épaules, mais se dire: «Bon, bah, ça s'est pas passé comme prévu, je vais essayer de mettre les choses en place pour que ça se passe bien».
Parce que c'est vrai que le postpartum, c'est une transition de vie pour la personne qui vient d'accoucher. L'équilibre de vie, elle est complètement, chamboulé, pour tout le monde. Hem Et l'attachement de bébé, finalement, il va se faire avec les 2 parents en plus. Heu, c'est physiologiquement, psychologiquement, ça peut être compliqué à vivre et pour la maman et aussi pour ça peut être une vraie crise d'identité, le fait d'accueillir un nouveau bébé. Et du coup, je trouve que c'est vachement aussi important, que tout le monde soit informé sur cette vulnérabilité psychologique, qui peut altérer ce lien d'attachement avec bébé. On parle de dépression du postpartum. C'est important aussi que le coparent soit sensibilisé pour qu'il puisse, être en soutien, qu'il puisse tirer la sonnette d'alarme, qu'il puisse aussi lui, être en mesure pardon de d'appeler des ressources, dont la maman aurait besoin et qu'elle, elle est pas en capacité par exemple. Voilà, c'est une période qui est très, bouleversante pour tout le monde et qui peut vraiment mettre en difficulté, et un parent qui se sent en difficulté, c'est aussi un parent qui va moins bien réussir à faire du lien avec son bébé. Donc être informé sur ces sujets-là, ça favorise aussi le lien d'attachement avec, son bébé. Et puis après, former une bonne équipe parentale, ça on en a déjà parlé. Tout ça, en fait, vraiment ce cocon où on se soutient, où on sait qu'on s'aime, où on est là pour que ça fonctionne et être vraiment cette équipe qui, de manière assez fluide, vient prendre le relais quand c'est difficile pour l'un et cetera. Ça favorise les liens d'attachement globaux dans la famille, en fait, entre les adultes et avec, le bébé. Donc mon conseil en gros, le plus, c'est de se préparer plus mentalement, je dirais, que dans les équipements. C'est très bien Oui, de préparer, la chambre, d'avoir, tous les articles de puériculture, mais je trouve que, quand cette transition-là, elle est mal vécue, elle peut faire du mal, et ça met du temps à construire derrière. Donc vraiment se préparer mentalement à ce que ça va être que d'accueillir un bébé, avoir conscience des difficultés qui peuvent être là et à s'accorder pour que tout se passe, au mieux, quoi. voilà et comme tu l'as dit, ce lien peut apparaître, plus tard. Exactement. Donc voilà, ne pas avoir, peur de ces choses-là qui se forment et qui se créent, tout au long de, cette aventure, en fait. C'est ça, exactement. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de, concrètement sur ce lien qu'on va ressentir? C'est beaucoup lié aussi aux hormones, donc pour la maman dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a des choses, à comprendre là-dessus, à prendre conscience, quand on devient maman? Alors, il faut savoir en effet que, l'hormone du lien, l'hormone de l'amour, c'est l'ocytocine et que quand on accouche, c'est le moment quand on accouche, et que tout se passe bien, hem, péridurale ou pas, hein, on a vraiment un pic d'ocytocine comme jamais on connaîtra, à un autre moment dans notre vie. C'est vraiment pour favoriser ce lien. Ça montre bien que la physiologie, elle est au service de ce lien d'attachement parce qu'en fait, c'est une question de vie ou de mort pour le bébé. Je veux dire, de manière, primaire quand on était encore des hommes, des cavernes, des hommes et des femmes des cavernes. Donc ça montre bien que c'est inscrit dans notre physiologie que d'avoir ce lien d'attachement, très fort. Alors bien sûr, c'est plus la mère qui le ressent parce qu'au final, nous sommes celles qui pouvons le nourrir, ce bébé. Donc après de manière, dans les relations et dans les interactions, il y a aussi ces pics d'ocytocine pour le papa et pour le bébé. Donc c'est vraiment cette hormone qui est, primordiale et du coup, quand on a eu un accouchement compliqué, que alors la péridurale vient diminuer ce pic, mais si on a eu un accouchement compliqué, que bébé il a dû partir en service de néonatologie parce qu'il a besoin d'assistance, si, on a fait une césarienne d'urgence et que du coup le bébé, va faire du pot à pot avec le papa, ce qui est très, très bien, c'est d'ailleurs pour nourrir ce lien, d'attachement et du coup en effet, on n'a pas pu vivre ce pic d'ocytocine, on n'a pas pu vivre ce lien et cette connexion directe avec le bébé. Donc ça montre bien que, c'est un moment propice pour le lien d'attachement et comme je disais, si on n'a pas pu connaître ce moment-là, c'est OK en fait, parce que plus tard, on va pouvoir, ça va demander plus de travail, plus de patience et ça va surtout demander de compassion vis-à-vis de soi-même, de se dire qu'on a déjà vécu quelque chose qui était compliqué, que notre bébé aussi a vécu quelque chose de compliqué, que notre coparent avait vécu quelque chose de compliqué. Donc toute cette famille, elle a de nouveau besoin de se resserrer et d'être dans ce contact physique parce que l'ocytocine, elle est aussi sécrétée quand on est en contact peau à peau.
avec le bébé ou même quand on fait un câlin avec un autre adulte, au bout d'une certaine, je crois que c'est à peu près 20 secondes, on a un pic d'ocytocine, une sécrétion d'ocytocine. C'est l'hormone du lien, de l'attachement. Donc tout ce qui va être se resserrer, refaire une unité, on va dire, va favoriser de nouveau, la mise en place, de ce lien. Ça, c'est ma propre, vision des choses, mais je pense qu'il faudrait pas qu'on compte le temps, qu'on passe à ce moment-là sur la table à langer avec son bébé, faire les soins. Parce que c'est un moment où on peut, certes, lui appliquer, changer la couche, changer de vêtements, faire ses soins, nécessaires, mais aussi, contribuer à tisser ce lien, à travers des gestes assez simples, hein. On lave, on masse, on fait des petits massages, on lui parle, on lui chante, on chante. Voilà, on crée vraiment ce lien avec lui, et il peut enfin, pour moi, c'est vraiment un moment d'apaisement qui doit être considéré comme un moment d'apaisement. Hem Toi, de ta vision de professionnel là-dessus, comment est-ce que ces gestes simples renforcent, selon toi, ce lien? Ah, Bah, clairement, je viens d'en parler, ce contact, peau à peau, c'est une sécrétion d'ocytocine, c'est cette hormone qui favorise, le lien et en effet, c'est comme tu le disais, c'est hyper important de pas compter, les minutes, même s'il y a des fois où, c'est aussi OK d'être rapide dans le change, on doit aller, sortir voir le pédiatre ou on a un petit truc de prévu et cetera. De pas non plus être disponible mentalement à ce moment-là, c'est OK. Par contre, faire en sorte que régulièrement, on ait ce moment privilégié d'interaction où on prend son temps avec bébé, comme tu le dis, on le regarde, on lui parle. Même on peut, mettre les premières briques du consentement en lui expliquant ce qu'on fait avec son corps. On va lui toucher ses parties intimes. Lui, ça lui permet d'avec le contact, de vraiment sentir où sont les limites de son propre corps. Il a quand même été en fusion complète avec sa maman, pendant 9 mois et au fur et à mesure des jours qui passent, il prend des nouvelles enfin voilà, il encode des nouvelles sensations, des nouvelles choses. C'est un moment qui est, aussi riche d'exploration pour lui, en fait et tout autant que c'est un moment riche, de liens, et là où on peut lui donner de l'apaisement et cetera et voilà, rien que quand tu décris ce moment, j'avais le sourire aux lèvres, je me revois faire des petites, guilis au bidou, tout doux des bébés. Enfin voilà, c'est des moments vraiment, privilégiés, parents-bébés, et avoir, comme tu le dis, des bons produits qui vont avec, où on sait qu'en plus on prend soin du bébé, c'est juste hyper précieux, quoi. exactement, et moi, je pense que ça fait tout autant de bien au bébé que à la personne qui prend soin de lui, parce que c'est ouais, c'est des moments assez magiques, qui peuvent vraiment renforcer ce lien ou, apaiser tout le monde en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a parfois il y a des parents qui sont, des parents, même des personnes, dans l'entourage qui sont pas très à l'aise avec ces genres de choses, qui savent pas vraiment comment faire, qui se sentent maladroits. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes qui se disent: «Ah, je suis pas sûre, je le touche mal, j'ose pas». C'est vrai. C'est vrai qu'au début, c'est le grand saut dans l'inconnu comme on disait tout à l'heure, donc c'est tout à fait normal de se sentir, un petit peu bête, face à son bébé, de pas savoir s'y prendre pour changer une couche. C'est un peu technique, hein, quand même de changer une couche. Comme je le disais au début, l'instinct parental, c'est pas inné. C'est vraiment des choses, qu'on va apprendre. Alors si dans notre entourage, on a eu des enfants, si, c'est quelque chose qui en effet est peut-être plus facile pour certaines personnes que pour d'autres, selon aussi notre, tempérament. Mais c'est vraiment devenir parent, c'est des compétences qu'on acquiert en fait, hein, faut vraiment le voir comme ça. C'est des compétences qu'on acquiert en étant en contact avec le bébé. Et celle du soin, ça en fait partie et c'est souvent avec le premier bébé qu'on apprend justement ces gestes, et qu'on est, très minutieux au début, on sait pas trop et quand même assez rapidement, ça devient beaucoup plus automatique et changer la couche, on pourrait le faire la nuit, les yeux fermés, tellement, tellement ça devient quelque chose d'assez, automatique. Donc c'est vraiment des compétences, hein, vraiment qu'on acquiert. La maman n'a pas plus d'aptitude que le papa, chose importante à signaler. C'est juste que bah, comme on le disait tout à l'heure, dans nos pays, c'est plus la maman qui va passer du temps c'est souvent plus la maman, en tout cas statistiquement, qui passe plus de temps avec bébé, donc elle acquiert des compétences plus rapidement et elles vont être bien ancrées
Et puis, faut aussi avoir conscience qu'en tant que fille, on a été conditionné un petit peu à devenir maman. On a été amené à jouer à la être beaucoup dans le soin, à prendre soin des autres et cetera. Donc déjà avant de devenir maman, parfois certaines d'entre nous ont déjà ces compétences, de prendre soin de l'enfant et du coup le coparent, si c'est un homme, bah, il va tout de suite se sentir, un petit peu à la traîne dès le début. Donc ça peut être, un petit peu décourageant pour lui, un peu déculpabilisant et c'est un phénomène qu'on voit, souvent aussi quand les papas, retournent au travail. Finalement le lien, va un petit peu se distendre avec son bébé et pour certains parents, et pour certains papas, ils vont carrément même perdre confiance en fait dans leurs, compétences parentales et revenir à la maison, ils vont peut-être retarder l'heure, le soir, du travail parce qu'au travail, eux, ils se sentent compétents, ils ont de la reconnaissance, alors qu'arrivés à la maison, ils se retrouvent face à des situations qu'ils gèrent pas et qu'ils savent pas bien faire, en tout cas pas aussi bien que leur, femme. Dans certains couples, si en plus il y a de la tension, ben, on va les faire remarquer et cetera. Donc ça aussi, c'est important de mettre de la conscience là-dessus pour que le couple reste un vrai couple au maximum à compétences égales, même si c'est pas forcément possible tout le temps. Mais en tout cas, laisser du temps privilégié du coparent qui est reparti travailler avec le bébé pour qu'il acquiert ses compétences. Ne pas être dans cette logique de je fais plus vite, je fais mieux que toi, donc je vais prendre laisse-moi, je vais faire. Que chacun ait sa place en fait pour acquérir ses compétences. Je vais juste ajouter une chose là-dessus, ce que tu remarques, c'est un bon point. C'est qu'il faut pas, voilà, juger la façon que voilà, comment fait l'autre en fait, selon peut-être qu'on va se dire: «OK, il fait mal, je vais lui, le montrer, c'est pas comme ça» ou alors: «Non, t'as choisi le mauvais body, c'est pas le bon truc». Non, en fait, je pense il faut, lâcher prise aussi et ben, voilà, laisser sa place justement surtout aux coparents à, bah, le faire. Il va réussir à le faire, il va réussir à trouver les choses, C'est ça, il sait prendre soin du petit tout autant que, que la maman ou que nous. Donc ça, je pense que c'est assez important parce que ça peut encore plus créer des conflits, bien sûr. et créer parfois cette, différence de charge mentale, de charge, de travail, que la maman peut ressentir. Mais effectivement, si elle ne laisse pas la place à quelqu'un qui Exactement. puisse l'aider, ça peut être compliqué. Oui et en plus, au-delà du choix du body, au-delà du choix de dans quel sens mettre, le vêtement, même s'il se trompe, c'est aussi un moment qu'il a passé avec son enfant, donc il y a eu le lien a été nourri, c'est leur relation à eux qui est aussi très importante et qui se joue à ce moment-là. Donc il y a l'aspect, tout à fait technique de comment mettre la couche ou comment mettre le body, mais finalement, c'est pas ça qui est important. C'est le moment qui est passé entre le coparent et le bébé et où ils ont moins l'opportunité de créer du lien, même s'il est là quand même, hein, mais voilà. Mais en tout cas, c'est à toutes ces pensées de se dire: «Ah, je suis maladroit, je suis pas légitime, je sais pas comment faire». Bah, du coup, faut apprendre. Donc faut savoir se reposer sur son coparent. Donc au niveau de la maman, c'est plutôt savoir aussi déléguer, faire en sorte que les tâches soient bien, maîtrisées, je dirais, par tout le monde. Aussi pouvoir se reposer sur les professionnels à la maternité ou les sages-femmes. Au début, comme ça, ces premiers instants, c'est vraiment le moment où on pose nos questions, où, elles sont là pour nous guider et cetera. Donc on verra ensuite à la maison, et on sera forte de ces questions-là qu'on aura osé poser. Des fois, c'est pas simple, mais c'est important de profiter de ça et puis, aussi, identifier dans son entourage les gens qui sont déjà parents, et qui savent nous donner des conseils quand on en a besoin, qui sont, vraiment ajustés et pas, les conseils non sollicités qui viennent nous rajouter de la pression, mais vraiment des gens sur qui on peut prendre des choses qui peuvent nous aider, quoi et pas hésiter à demander de l'aide. Oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment demander de l'aide et puis, se nourrir des conseils, qu'on peut, avoir. Là, je vais parler juste spécifiquement à la Suisse. On a la chance d'avoir, une sage-femme qui vient après la naissance de bébé, qui vient pendant quelques semaines, quelques jours, rendre visite à la maison, sur ouais 2-3 semaines, le nombre de visites, qu'il est nécessaire pour la maman et enfin les parents en tout cas. Et c'est vrai que c'est assez important à ce moment-là d'impliquer le coparent, qui est
à ce moment-là, très sûrement en congé également, en même temps que la maman. Donc c'est important de l'impliquer, je dirais, et de poser toutes ces questions. Ces personnes-là sont vraiment là pour nous faire du bien, et nous aider à faire le premier bain, par exemple. On peut le faire à la maternité, mais on peut le faire aussi en rentrant à la maison avec l'aide d'un professionnel. Hem, Tous ces petits gestes où on n'ose pas faire, même, je sais pas, le cordon ombilical, on ne sait pas vraiment comment gérer ce genre de choses. C'est bien de demander et de pas se sentir, impuissant, je dirais, sur ces choses-là parce que, tout le monde est passé par là, hein, mais tout le monde a aussi à demander de l'aide sur ces questions. Tous ces moments de soins sont très importants. Il faut apprendre à le faire. C'est pas forcément inné comme tu l'as dit. Mais il faut aussi rendre ces, routines agréables et penser aussi au bien-être de chacun, que ce soit la maman ou l'enfant, que la personne, ces personnes-là soient disponibles aussi à accueillir ces soins et ces routines. Quels sont tes conseils, justement pour rendre ces routines plus propices à la connexion? Eh ben justement, c'est exactement ça, c'est choisir le bon moment. Du coup, pour le bébé, il faudra faire attention, de toute façon, la clé avec les bébés, c'est de les observer pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Il n'y a pas de mode d'emploi malheureusement et chaque bébé est différent, donc ça va être d'observer notre enfant. Donc, pour ces moments de routine et de faire en sorte qu'elle se passe bien, ces moments de change et de lien très forts et pour le bébé, ça va être de faire attention qu'il est pas trop fatigué, qu'il ait mangé, qu'il soit voilà, qu'il soit, tranquille, apaisé, qu'il ait en fait tous ses besoins remplis et ça, c'est un plus en fait. C'est un bonus. On offre en plus un moment de partage, de connexion, comme ça, très intense. Mais pour le parent aussi, il faut aussi choisir le bon moment. C'est faut que ce soit un moment où le parent, il a envie de ce moment de douceur, qu'il soit vraiment disponible, qu'il soit pas dans l'urgence, de d'avoir quelque chose à faire, quelque chose sur le feu ou de se préparer à sortir. Ou même si on est préoccupé par quelque chose, c'est OK de pas être toujours dispo. C'est OK. C'est juste que régulièrement, quand on le sent et quand on a envie, c'est aussi important, d'amener et de d'organiser, je dirais, ces moments de connexion, heu, à 100 avec, son bébé. Donc pour faire en sorte que ça se passe bien, bah, c'est d'amener, du jeu, d'amener de la légèreté, du toucher, regarder dans les yeux, faire des alors ça aussi, ça peut développer leur vision parce que c'est vrai qu'au début, les bébés, ils voient pas très bien, mais faire des visages rigolos, vraiment stimuler, aussi le bébé sur le toucher, sur la vision, sur tous ses sens, dans ces moments-là, c'est de l'exploration, comme je le disais et il va comprendre, en fait, même s'il comprend pas forcément les mots, il comprend les intentions, il comprend la chaleur. Mettre de la conscience dans ces moments, ça va vraiment en faire des moments, très précieux et très particuliers qu'il va encoder, dans son esprit. Et comme on le disait tout à l'heure, tout le monde n'est pas forcément à l'aise, de faire ça. Des fois, être dans le jeu avec un bébé, il y a des personnes qui vont se sentir mal à l'aise, être dans le toucher, tout ça, ça dépend aussi de nos histoires et comment on s'est construit et c'est OK. On peut faire ça petit à petit, être faire ça, dans l'intimité, de la chambre où on a la salle, pour, changer, pas forcément faire ça aux yeux de tous et cetera. On n'est pas forcément à l'aise tout de suite. Le but, c'est de pas se mettre trop de pression et de vivre ça le plus légèrement possible et si on se sent pas à l'aise, c'est pas un échec, on le refera une autre fois, le bébé, il aura aussi évolué. Tout ça, ça bouge tout le temps, mais ça veut pas dire pour autant qu'on est un mauvais parent si on l'a pas fait. C'est pas pour autant qu'on est un mauvais parent si on le ressent pas de plaisir, si on s'est trouvé nul et cetera. C'est hyper, important de mettre de la conscience là-dedans. Pour un petit partage personnel, moi, j'idéalisais ces moments de bain. J'avais, cette idée, cette image que c'était de la douceur avec mon bébé et cetera. Bon, bah, pour ma première, c'était juste un enfer, le bain. Il y avait rien de serein là-dedans. Elle était paniquée, en fait, par, le froid, par le fait qu'elle soit plus, contre nous et cetera. C'est aussi parce qu'on était parfois un petit peu maladroits, hein, clairement. Et du coup, ça faisait vraiment, naître de la frustration en moi. Je me sentais vraiment une mauvaise mère et je me disais: «Mais» même, limite, je me disais: «Mais pourquoi j'ai un bébé comme ça?» Enfin, je me sentais nulle de pas réussir à avoir, à pas cocher la case, en fait, de ce moment de bain parfait avec mon bébé. Bah, voilà, c'est parce qu'il faut aussi, choisir les bons moments et si le bébé, moi, nous, on a identifié plus tard qu'en fait, que notre fille, elle avait froid et on a changé notre manière de faire et ça a un petit peu amélioré. C'était de mettre notre fille déjà avec son body dans l'eau et d'enlever le body, dans l'eau.
Donc c'était un peu plus galère, mais ça lui permettait de faire cette transition beaucoup plus en douceur et de vraiment prendre du plaisir dans ce moment du bain. Donc voilà, des petits conseils pour, vivre Non, au mieux je ces suis moments. vraiment d'accord avec ça parce que c'est vrai qu'il faut être à l'écoute, en fait, il faut être à l'écoute de ce genre de choses et bah, c'est pour tous les bébés, c'est pas toujours pareil, hein, et c'est pas parce que ça s'est bien passé à la maternité, qu'à la maison ce sera facile. Non, c'est vrai qu'il faut rappeler ces genres de choses, et ouais, tu l'as dit, il faut prendre le temps de le faire. Il faut être, disponible pour ce genre de choses, surtout le moment du bain. J'avoue le change de la couche, il va falloir le faire un certain nombre de fois, donc ça, il faut le faire. Mais le moment du bain, je pense que même si enfin, il y a des moments où on n'est pas disponible, en tant qu'adulte, où on n'est pas voilà, on se sent pas de le faire, eh bien, c'est pas grave. Mmh. Là, je vais rappeler le fait que, le bébé ne doit pas prendre un bain tous les jours, ça n'a pas, de sens, ni, pour sa peau, ni en soi. En fait, il est pas sale, hein, on va le rappeler. Donc le bébé, c'est, 2-3 fois par semaine au début, même une fois par semaine, c'est largement suffisant. Mmh. Puis il faut que ce soit un moment doux, calme, où le parent ou la personne qui va lui faire le bain soit, disponible et apaisée elle-même aussi. Ça va pas forcément se passer comme on l'a vu dans les livres, ou comme on le voit à la télé. Le bébé va pas être souriant en train de jouer avec de l'eau. Non, c'est pas toujours le cas et c'est même rarement le cas en soi. Mais si on est prêt à accueillir, ce moment-là en douceur, je pense que c'est un peu plus facile. Alors, c'est même rassurant aussi pour le parent. Parce que c'est vrai qu'il faut se rendre compte que l'arrivée de bébé, c'est vraiment un pour lui, le bébé, c'est vraiment un bouleversement. Son univers, il change total. Il passe, d'un univers, à queue, je dirais, dans l'eau, en lévitation comme ça, au chaud, hem, à l'extérieur. Donc c'est vraiment des nouvelles sensations qui sont très, stimulantes et très, qui peuvent faire peur, hein, qui peuvent lui faire peur. En tout cas, le surprendre énormément. La sensation de chaud et de froid, les lumières qui sont fortes, les bruits qui sont beaucoup moins tamisés que quand il était, dans le ventre de sa maman et puis cette nouvelle sensation de gravité. Pour lui, c'est plein de repères qui vont, changer, complètement. Du coup, cette routine et ces moments qu'on passe avec bébé, ça lui permet, comme je le disais, de, stimuler ses sens et de venir un petit peu, l'aider à incorporer, qui il est dans son espace et dans son environnement. Et du coup, les routines, en plus d'apporter cette stimulation, ça vient aussi apporter de la sécurité. Parce que, on le voit avec, les enfants et c'est aussi le cas quand on est adulte, en tout cas moi c'est mon cas, je sais que j'ai besoin de repères dans ma journée, j'ai besoin de routines pour me sentir, quand on vient d'accueillir un parent, c'est un tel bouleversement que nous aussi on a besoin en fait de routine. Donc c'est vraiment des moments qui vont être propices psychologiquement aussi, le bébé et le parent en sécurité. Ça aide à trouver ce nouvel équilibre dont on parle depuis le début, c'est que la famille qui était à 2 devient à 3 et il y a un temps de transition pour trouver ce nouvel équilibre et utiliser des routines, ça aide énormément à remplir ce besoin de sécurité. Hem c'est vrai que on peut, du coup enfin, en tout cas, moi, j'étais peut-être trop à regarder ma montre avec, mes filles, mais j'en avais besoin, en fait, de vraiment timer ma journée pour me sentir en contrôle, je pense. Mais c'est important, du coup, d'avoir, sans avoir comme moi la montre en main, avoir en tête qu'il y a la sieste et puis après la sieste, il y aura sûrement un petit temps d'éveil. Alors, dans les premiers jours et premières semaines, il y a pas beaucoup de temps d'éveil, hein, ça vient vraiment un peu plus tard, mais il y a ce temps d'éveil où on peut être en interaction, puis il y a le moment de manger, de repos. Ça, c'est des choses qui vont permettre aussi à l'enfant d'apprendre, d'avoir cette notion de prévisibilité, de se sentir rassuré par ce qui arrive derrière, parce que tous les jours, c'est un petit peu la même chose. Alors ça veut pas dire qu'il faut rester chez soi et absolument ne rien changer à la routine. Au contraire, il faut beaucoup sortir et voir d'autres gens. Mais l'enchaînement et les paroles qu'on peut avoir et les gestes qu'on peut avoir, les faire de manière routinière, ça vient vraiment sécuriser l'enfant et nous, par la même occasion, ça vient aussi nous sécuriser parce que ça nous donne cette impression de contrôle, en fait. Ça nous donne cette impression qu'on bah, c'est bon là, on maîtrise, allez hop, on continue à dérouler la journée. Ça va vraiment structurer et donc on en parlait aussi tout à l'heure, c'est OK que les choses elles changent, que, on ait des habitudes et puis qu'après on refasse d'autres habitudes en fonction du développement du bébé, en fonction de hop, il commence à manger, il commence la diversification, il commence à bouger.
Même le changement de contexte quand on va en vacances et cetera, c'est OK d'avoir ces routines qui bougent. C'est juste que d'avoir conscience que, hem, avoir une structure de journée où on a bien, cadré les moments et cetera, où c'est pas le chaos en fait, ça sécurise tout le monde. Voilà. Donc je vais faire une dernière parenthèse, plus spécifique, sur ce qui est, ce dont on a besoin pour toutes ces choses dont on a parlé. On a parlé de la routine, des soins et cetera. Hem, on va essayer de nous faire croire qu'on a besoin de 10 000 choses dans notre salle de bain, dans notre chambre pour prendre soin du bébé. Je pense que là, il faut être raisonnable et se dire que quand bébé sera là, il sera bien assez temps de voir ce dont vous avez besoin. On n'a pas besoin de surcharger la chose en se disant: «Ah, j'en ai vraiment à tout prix besoin, j'ai besoin d'une petite baignoire dès le début» ou alors: «Non, je vais le faire là». C'est des choses qu'on sait pas vraiment comment on va s'y prendre, au début. Donc moi, je vous conseille d'essayer de voir un petit peu quelles sont vos habitudes à vous, avant de prendre une décision d'acheter vraiment tout un tas d'objets puériculture parce que après, on pour ça, on en est tous comme ça. On va être tenté d'acheter, X et Y choses parce que c'est révolutionnaire. Mais en soi, je pense que là, il faut être assez raisonnable et puis, accepter d'essayer avant d'acheter ce qu'il faut. Ça, c'est un petit peu point puériculture. Quand tout ce qui concerne les produits de soins de la peau, donc là, je suis assez, bien, placée pour vous en dire un peu plus. Là, selon moi, il faut, donc pareil, c'est aussi une histoire de feeling. Il faut acheter quelque chose qui vous, heu, mette en confiance, vous, en tant que parent. Hem et là, donc on a, nous, développé les produits Piu pour ils sont pensés pour être sûrs, donc vraiment de qualité et puis, respectueux de la peau des enfants, doux et très sympa à utiliser. Mais là, j'ai envie de vous dire, c'est aussi une histoire de feeling et de vos valeurs. On en a parlé, juste avant. C'est les valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est assez important de comprendre que la peau d'un enfant n'est pas la même que la peau d'un adulte, donc il ne faut pas utiliser les mêmes produits. Ça, je le répète. Donc ça, c'est vraiment la base. Mais après, quelle marque et quels produits utiliser? Bon, je vais prêcher pour ma paroisse, utiliser les produits Piu c'est moi ce que j'essaye de vous faire, c'est bien parce que les produits sont sûrs. Mais après, il faut juste, pour moi, avoir quelque chose qui vous plaise à utiliser et qui soit pratique d'utilisation. Il faut pas se forcer à utiliser 15 produits différents et faire une routine justement en 15 étapes avec, le liniment, la crème et cetera et cetera et cetera. Il faut aller vraiment, comme on le sent et puis à l'essentiel en fait, j'ai envie de dire, à l'essentiel. De la même façon, la peau, on y reviendra certainement plus tard ou dans un autre épisode, la peau d'un enfant va évoluer, la peau d'un tout petit va évoluer. Il faut pas prendre peur au changement parce que le bébé va changer. Forcément, il a été dans un environnement très doux, dans le ventre de sa maman pendant quelques mois, et là, il arrive à l'extérieur, à un environnement qui est complètement nouveau, donc pour lui-même, mais aussi pour sa peau. Donc là, il faut comprendre qu'il va y avoir des changements, les choses vont bouger, c'est pas toujours facile d'appréhender ça en voyant son bébé devenir tout rouge ou avoir des petites, de l'acné. Ça, j'en parle dans d'autres, posts, mais il faut rassurer les parents que c'est normal. Comme tu dis, c'est OK parce que c'est complètement normal que la peau du bébé change et là, il faut prendre soin de façon très douce, de sa peau. Je pense qu'il faut pas écouter tout un tas de personnes qui vont nous dire: «Oh là là, ça va être de l'eczéma ou X, Y, Z». C'est difficile à dire quand le bébé est tout petit, tout petit. Donc là, rassurez-vous, allez tout doucement, en douceur et essayez de trouver des produits qui vous conviennent, enfin qui conviennent à vos valeurs, et qui sont adaptés aux enfants. Voilà, ça c'est un peu mon petit mot de la fin là-dessus. Je pourrais en dire plus sur les produits, dans un autre épisode, mais là ça relie un petit peu tout ce qu'on a dit sur, l'attachement, le lien, commencer à créer des routines. On a encore beaucoup de choses à discuter. On pourrait parler longtemps, je pense Alex, C'est sur toutes ces passionnant, ouais. choses, notamment sur les émotions parce qui est un gros sujet, qui viendra après. Mais je te propose qu'on fasse ça dans un autre, épisode. Là, on a déjà, fait 1 heure, on vous a fait 1 heure de discussion principalement sur l'attachement et sur ses premiers moments, premiers instants, en tant que parent
et avec bébé. Donc voilà. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Merci beaucoup pour ces théories parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile et comme tu l'as dit, souvent il faut apprendre, il faut se renseigner, sur toutes ces choses. On continuera de faire des posts, collab là-dessus, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui seront allés jusqu'au bout, merci et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On sera là pour y répondre. Et Eh bien, non, mais en tout cas, merci à toi aussi, en plus d'apporter tous ces produits, qui favorisent ces moments de douceur avec, bébé et qui favorisent ce lien d'attachement entre le bébé et ses parents parce que c'est vraiment, une bonne base pour, le développement du bébé et du petit enfant qui arrive derrière. Donc, vraiment merci aussi, de pouvoir parler de ce sujet-là de manière plus, en longueur que sur des posts. C'est important d'avoir, bien compris tous les aspects, pour voir ce qui se joue. Voilà, c'est donc plus merci. facile. Et si on veut te retrouver, dis-nous un petit peu comment tu fonctionnes aussi avec les personnes que tu accompagnes? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, parentalité tout en couple. Donc dans les liens, de collaboration avec Claire, vous trouverez tous les liens. Et du coup, dans ma bio, vous avez accès à, mon Calendly pour prendre rendez-vous et je 1er rendez-vous, c'est un appel gratuit, découverte pour voir quelle est votre situation actuellement, dans quelle mesure vous avez besoin, de soutien dans votre parentalité. Et donc, voilà, globalement, comment on fait pour me contacter. Après, j'ai mon site internet si vous voulez en savoir un peu plus sur moi et sur, mon parcours. Super, écoute, merci encore, et puis, je dis à tout le monde à bientôt et À bientôt.